Moi, tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur un chef pour qui les galons étaient extrêmement importants. Et la première semaine, quand je suis allée le voir, bon, moi, j'avais une carrière florissante et je lui explique, voilà, mon but à terme, c'est de devenir directeur. Et la première chose il m'a dit, bah, si tu veux être directeur, il faut que tu me tues. Je suis tombée sur quelqu'un qui était tyrannique, jaloux, et du coup, ben, ça a un peu miné ma confiance en moi, on va dire, puisque quand quelqu'un te, te, te diminue tous les jours ou te carbonise auprès de la hiérarchie, tu t'en rends compte au bout d'un moment, quoi. Et à partir du 31 août 2017, je n'ai plus dormi. Et le 17 octobre 2017, j'ai pas pu me lever. J'avais commencé à écrire et ce qui m'a redonné goût à la vie, c'est que la nuit, au lieu de pendant mes insomnies, je réfléchissais à ce que j'allais écrire le lendemain. Et moi, je ne pouvais absolument plus toucher un ordinateur puisque j'étais dans cette phase compliquée. Et j'ai commencé à écrire mon blog sur mon téléphone. J'ai décidé d'en faire un livre. Et c'est qui m'a donné au fur et à mesure goût à la vie. Et c'est là que mon mari me dit mais pourquoi tu créerais pas une start-up justement dans la santé? Et donc, on a développé une gamme de 9 compléments alimentaires qui est sortie en fin 2022. Moi, j'ai complètement changé de métier, mais tout en gardant toutes mes assets. Il y a une chose qui m'a plu. Au départ, je me suis retrouvée dans un environnement complètement inconnu. Je me suis dit, mais comment je vais y arriver? Et je me suis rendu compte que mon domaine, qui était le domaine du B2C, dans le travel, etc., était très, très similaire au domaine de la santé. Et j'ai imaginé quel était le futur du B2C dans le domaine de la santé. Puis j'ai fait du conseil auprès de sociétés également dans le domaine de la santé, de domaine informatique. Du coup, je savais à peu près quel serait l'environnement informatique idéal pour Unova Pharma. Et donc, je l'ai imaginé et je l'ai conçu. J'ai apporté vraiment mon côté techie et marketing à la société. Et ça s'est vraiment c'est rentré en symbiose. Si j'avais rencontré quelqu'un comme moi à l'époque, me serais peut-être rendu compte qu'il aurait fallu lever le pied. Et donc, j'ai appris toute ma vie et j'arrêterai jamais d'apprendre. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascale Caron. Wonder Woman, comme elle aime se décrire, Pascale a eu 2 vies professionnelles, avant et après burn-out. Comment naviguer à travers les défis de la vie professionnelle tout en préservant sa santé mentale et son bien-être? C'est bien de cela dont il s'agit dans cet épisode. Amoureuse de la tech, hyperactive et ambitieuse, Pascale débute sa carrière chez IBM, puis accélère sa trajectoire chez Amadeus. Et puis un jour, elle change de manager. Harcelée pendant 5 ans, Pascale va peu à peu perdre sa confiance, sa joie, sa force, son sommeil, son énergie. Rongée par un stress chronique dévastateur, en 2017, sa vie bascule. Épuisée, elle plonge et commence une longue traversée, naviguant entre doutes, prise de conscience et reconstruction. Elle réapprend à vivre en partageant son expérience grâce à l'écriture et donne naissance à un livre salvateur pour elle et pour d'autres, le Burnout de Wonder Woman. Petit à petit, Pascale puise dans sa force intérieure et le soutien de ses proches pour renaître de ses cendres et se réinventer. Plus alignée et enrichie de cette épreuve qu'elle a su transformer, elle se remet en mouvement et donne naissance en 2020, avec son mari médecin, à Unova Pharma, start-up pointue spécialisée en micronutrition pour prévenir différents états de stress et d'anxiété. Dans cet épisode, nous nous sommes interrogés sur la pression au travail,
l'équilibre vie pro-vie perso et les moyens de rebondir après une crise professionnelle. Depuis quelques années, on parle d'épidémie de burn-out. Selon une étude réalisée en 2022 par Opinionway, 34% des salariés français seraient en burn-out et parmi eux, 13% en burn-out sévère, soit plus de 2,5 millions de personnes, dont les populations les plus durement exposées à ce type de pathologie seraient les femmes à 46% et les managers à 43%. Quand le burn-out reste encore tabou, source de honte et de culpabilité, je tiens vivement à te remercier Pascal pour ta franchise et ton courage d'en parler comme tu le fais sans filtre, avec humanité. Dans cet épisode, vous trouverez des conseils précieux et des perspectives éclairées sur la façon dont chacun peut naviguer à travers les défis de la vie professionnelle tout en préservant sa santé mentale et son bien-être. Accepter ses fragilités et s'en faire des alliés, là réside la vraie force. Merci pour cette leçon. Bonjour Pascal. Bonjour Karine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours, alors jusqu'à évidemment la cinquantaine, puisqu'après on va faire un focus sur cette période qui nous intéresse peut-être un petit peu plus dans ce podcast, mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager de toi pour qu'on te connaisse mieux et de ce parcours que tu as? Alors tout d'abord, moi je suis une fille de la tech. Je suis ingénieure en informatique et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des grosses sociétés, on va dire de la tech, hein. Tout d'abord chez IBM et ensuite, pendant plus de 20 ans chez Amadeus à Sophia Antipolis. Pendant cette période, j'ai pu à la fois diriger des équipes de développement. Au départ, j'ai développé, hein, et diriger des équipes de développement et puis un jour, j'ai eu envie, de passer, de l'autre côté et de franchir le côté noir de la force et donc j'ai fait un master à l'ESSEC et je suis, partie aux ventes. Donc Mmh. j'étais vraiment dans le côté noir. Mon idée, c'était vraiment de créer, une équipe de vendeurs, de technico-commerciaux qui allaient voir les plus grandes agences de voyage du monde et les plus grandes compagnies aériennes. On analysait, leurs process pour leur vendre intelligemment nos produits. Donc c'était des gens qui avaient un côté technique comme moi, qui avaient également cette connaissance, marketing et qui pouvaient, discuter avec le client. Et là, moi, pendant toutes ces années, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai parcouru le monde entier. Je faisais plus de 120 vols par an et donc j'ai eu des managers géniaux. La plupart j'ai jamais vraiment eu pendant les premières années de managers français, donc des Anglais, des, Espagnols et dans un environnement hyper international et j'ai vraiment adoré travailler pour cette société. Voilà. Et donc tu es restée, assez fidèle en fait, hein, j'entends, Oui, moi Amadeus, tu es restée combien de temps? je suis restée 27 ans, donc Ouais. je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle et j'ai changé de métier régulièrement dans cette société, donc j'avais pas vraiment l'impression, d'aller au bureau, tous les matins, quoi. C'était pas toujours, la même chose et puis bon, je travaillais avec des clients ce qui m'alimentait, c'était les clients. Parce que c'était, à chaque fois différent. Quand on allait voir, par exemple, des compagnies aériennes aux États-Unis, à chaque fois, le problème était différent et puis moi, ce que j'adorais, même si j'étais, responsable de l'équipe, j'adorais aussi mettre, les mains dans la graisse, comme on dit et aller faire les missions de conseil moi-même également. Donc et à chaque fois, tu avais l'impression d'être une sorte de médecin qui allait sur place. Il y avait une problématique, il fallait que tu trouves la solution et donc j'étais, ça a vraiment été extrêmement enrichissant, pendant toutes ces années. Mmh. Donc moi, je te suis sur les réseaux, depuis un petit moment et je vois à quel point tu es active. Donc on va parler Mmh. évidemment de ta nouvelle vie, hein. Oui, bien sûr. Mais il y a un passage comme ça qui peut-être certainement a été fédérateur et a cristallisé beaucoup de choses et qui font que ce que tu fais aujourd'hui. Donc en fait, la dernière fois que je t'ai vue, tu faisais une conférence sur le burn-out et tu as écrit aussi un livre qui s'appelle «Le burn-out de Wonder Woman». Ouais. Et je pense que, c'est intéressant vraiment de t'entendre là-dessus. Bon, moi, par rapport au métier que je fais, évidemment, je suis en contact avec des personnes qui sont, soit, post, soit, pré burn-out et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la charge mentale et compte tenu aussi des tech, enfin de la tech et de l'utilisation, enfin la frontière en tout cas entre, le travail et l'équilibre perso, elle est de plus en plus tight. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de cette expérience-là?
En réalité, moi, tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur un chef français. C'est amusant, hein? Et un chef français pour qui les galons étaient extrêmement importants. Et cette personne, la première semaine quand je suis allée le voir, moi j'étais, donc il a de fait de réorganisation, je me suis retrouvée dans cette équipe et la première semaine quand je suis allée le voir, bon moi j'avais une carrière florissante, je devais, bouger dans la hiérarchie et on m'avait proposé un poste, un peu challenging, et j'avais décidé d'accepter. Et donc je me retrouve avec quelque temps après, ce nouveau chef arrive et je lui explique: «Voilà, moi, voilà, j'ai décidé de le relever le challenge et mon but à terme, c'est de devenir directeur». Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit: «Bah, si tu veux être directeur, il faut que tu me tues». Donc déjà, ça dit quelque chose de la personne en question. Oui. Et donc moi, je me suis dit: «Ouh là là, où je me retrouve?» Et à l'époque, mon vice-président qui était venait de changer d'équipe, il déjeunait, toutes les semaines avec moi en me disant: «Pascal, si tu veux revenir, il y a pas de souci». Et moi, j'étais hyper fidèle, on m'avait mis on m'avait, mis dans les mains cette équipe et j'avais un challenge, j'avais envie de le relever, donc j'ai tenu bon. Et j'ai tenu bon pendant 5 ans. Quand tu dis: «J'ai tenu bon», c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que j'ai été harcelée pendant 5 ans. Et donc je suis tombée sur quelqu'un qui était, tyrannique, jaloux, je sais pas, j'ai des exemples, j'en ai des milliers, je les ai écrits dans le livre. Et du coup, ben, ça a un peu miné, ma confiance en moi, on va dire, puisque quand quelqu'un, te 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 diminue tous les jours ou te carbonise auprès de la hiérarchie, tu t'en rends compte au bout d'un moment, quoi. Et moi, j'avais dit: «Mais non, mais je dois tenir bon parce que j'ai une équipe formidable, j'ai une mission, je dois la mener jusqu'au bout». Donc ce que j'entends, c'est que tu tiens bon pour l'équipe, c'est-à-dire tu prends soin de l'équipe plutôt que de prendre soin de toi Ah à oui, cet endroit-là. toujours, j'ai toujours fait ça. Mmh. Et donc au bout de 5 ans, il m'échange contre, une autre personne qui prend ma place et je me retrouve dans, l'équipe que j'avais avant, cette équipe de technico-commerciaux, mais elle était devenue beaucoup plus grosse. Et donc je me dis: «Génial», et à ce moment-là, j'avais l'impression, comment te dire, d'être une fleur fanée dans un pot à qui on vient de remettre de l'eau. Et quand cette eau est arrivée, j'ai eu l'impression de remonter à la surface. Et donc à cette époque, je me retrouve avec un chef, espagnol, génial, qui catalan d'ailleurs, qui me dit: «Mais Pascal, c'est incroyable, tu avais tellement mauvaise réputation que, je m'étais pas ren j'avais l'impression de m'être fait arnaquer dans l'échange. Mmh. Mais finalement, c'est le contraire», il avait Et dit. c'est tu sais, là où ça me met, c'est, quand on dit en fait, une fleur pour qu'elle éclose, c'est si elle est pas bien dans un environnement, il faut pas changer la fleur, faut pas couper Voilà, la fleur, il faut la changer d'environnement. voilà. Donc j'ai changé d'environnement et là, j'ai lâché les chevaux. Donc je me suis retrouvée dans une équipe, formidable. J'avais à la fois une équipe de commerciaux et une équipe, d'innovation. Et d'où notre but, c'était d'animer, les 120 clients les plus importants d'Amadeus. Et donc c'est là qu'on a imaginé des choses extraordinaires. Donc moi, il y a une chose que j'adorais faire, je me suis retrouvée avec une équipe, moi je recrutais extrêmement bien, donc ça c'est ce que la DRH m'a toujours dit. Et donc ce que j'avais proposé, notamment aux personnes qui étaient dans mon équipe, innovation, je leur avais mis 10 d'objectifs surprise me. Mmh. Et donc ça m'a apporté des surprises extraordinaires. Et une des filles, est venue me voir, en me disant: «Mais si on faisait du scénario planning? Si on allait, définir les scénarios du futur?» puisque notre but, c'était de montrer à nos clients: «We shape the future of travel». Donc Mmh. c'était vraiment, donc on s'est dit: «Ben, autour de ça», moi j'étais allée voir mon chef, il était d'accord. Et donc on organisait des événements avec nos clients, entre eux, où, on les mélangeait et on définissait les scénarios du futur. Par exemple, qu'est-ce que la blockchain va apporter dans l'identité voyageur? Qu'est-ce que l'IoT va apporter dans le voyage? Enfin, énormément de sujets comme ça qui étaient des sujets du futur, parce qu'on disait à nos clients que de toute façon, le futur ne se définit pas en regardant le passé.
Le futur se définit en définissant plusieurs scénarios. Après, il va y avoir des hiccups tout au long des problèmes géopolitiques. On le voit bien actuellement, personne n'avait prévu la Covid ou surtout dans le voyage. Et donc grâce à ça, on était, vraiment, donc on faisait travailler nos clients et en même temps, on les mélangeait puisqu'on parlait de scénarios à 10 ans. Donc tu pouvais très bien avoir des très grosses sociétés qui étaient même concurrentes et qui pouvaient discuter entre elles. Donc Et ce que là, on j'entends, c'est que malgré 5 ans quand même où, bon, c'est hyper tendu et comme tu dis, tu te flétris, là, tu retrouves l'envie, tu retrouves la curiosité, tu te mais je l'ai remets en toujours eu marche. l'envie, je l'ai toujours eu l'envie. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai une capacité d'automotivation qui est énorme, hein. Donc je me suis motivée, je veux dire, même quand j'étais sous la coupe de ce mec-là, parce qu'en fait, j'avais mes clients, donc c'était mes clients qui me motivaient. J'avais mon équipe qui me motivait. Là, dans cette nouvelle, époque, ben pareil, là, j'avais une équipe formidable, en plus que j'avais recruté un par an, hem dans le passé, j'avais des clients géniaux, on voyageait dans le monde entier et puis, voilà, donc jusqu'au jour où, ben, j'ai perdu mon sponsor. C'est-à-dire, mon chef que j'adorais, est parti à Singapour et pendant une période de flottement qui a duré, plusieurs années, je reportais à quelqu'un qui était très, très, très au-dessus et donc qui s'occupait plus du tout de moi. Et c'est à ce moment-là que, la personne toxique qui m'avait scié la branche pendant 5 ans et ben, il m'a scié la branche de nouveau. Puisque mon sponsor n'étant plus là, bah, il a continué à me scier la branche. Et à ce moment-là, tu avais qu'un seul sponsor ou tu en avais plusieurs? J'en avais pas tellement en réalité, parce que moi, j'étais trop orientée vers mes clients et je faisais pas de politique. Et Mmh. ça, c'est typiquement féminin. Enfin, ça dépend des femmes, hein, parce que moi, des femmes dans notre parcours qui étaient vice-présidents. C'était pas tout à fait des rôles modèles. Elles ont essayé de m'inculquer ce que c'était que la politique. Et moi, je leur ai dit, écoute, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'étais à 100% investie dans la société. Pour moi, j'étais ultra motivée et j'étais engaged, comme on disait dans notre boîte. Et en réalité, je travaillais pour la société et pas pour moi. Mmh. Voilà, donc c'était mon erreur, je le sais, parce que toutes ces personnes qui ont évolué énormément dans la hiérarchie, ben, ils sont souvent ils roulent pour eux, quoi. Ils se roulent pas forcément pour la société elle-même. Et donc voilà, donc ce qui s'est passé en dernier, les derniers temps, c'est qu'il y a eu une grosse réorganisation qui se tramait. Et comme moi j'avais une équipe de consultants et qu'on faisait, des miracles avec nos clients, ben, on m'a utilisée pour les aider à réorganiser. Et ça, c'était en août 2017. Mmh. Donc là, j'ai bossé comme une folle pour faire en réalité le schéma directeur de la réorganisation de l'équipe de vente, jusqu'à ce que je me rende compte que ce que ça a impliqué, quoi. Ça a impliqué, des gens qui allaient partir et avec toujours cette personne derrière qui me sciait la branche. Le 31 août 2017, et ben, j'ai eu une réunion avec le DRH de Madrid qui m'a dit: «Écoute Pascal, tu es clivante, il y a des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Et les gens qui t'aiment pas ont une voix plus importante que les gens qui t'aiment». Voilà. Mmh. Et j'ai pris ça comme en pleine tête avec en plus ce qui se tramait derrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant tous ces mois, j'avais planqué mes équipes et en m'oubliant. J'avais une des filles que j'avais poussée, qui était en Asie, qui avait donc dans la réorg, un poste à responsabilité importante. Et donc moi, on m'a dit: «Voilà Pascal, ton équipe n'existe plus, on l'a découpée en morceaux et toi, tu es là». Voilà. Bon, cette place, ça me convenait pas spécialement. Et donc j'ai essayé d'argumenter. Je pense qu'à c'est à ce moment-là qu'on a dû se dire: «Non mais elle va entraver notre organisation». Et quand on entrave quelque chose et ben généralement on essaye de se séparer de la personne. Mmh.
Donc ils ont pas spécialement essayé de se séparer de moi, mais le 31 août à partir du 31 août 2017, je n'ai plus dormi. Voilà. Et donc pendant toute cette période, bon, il y a eu j en réalité, j'ai quand même réussi à me maintenir sur mon air, hein, pendant comme un bateau, pendant quelques semaines, parce qu'en plus je devais partir à New York, donc je me suis dit: «Bon, j'arrive pas à dormir parce qu'il y a le décalage horaire, c'est pas grave» et cetera. Donc j'ai encore beaucoup, beaucoup voyagé pendant le mois de septembre. En plus, on organisait un événement à l'hôtel Hermitage, avec nos plus gros clients, donc j'avais tout organisé parce que je devais m'occuper de toute la partie start-up et le 17 octobre 2017, j'ai pas pu me lever et c'était le jour où on devait faire cette conférence. Donc j'ai appelé mes équipes et je leur ai dit: «Voilà, je ne viens pas». Ils m'ont dit: «T'inquiète, on va s'en occuper» et après je suis plus retournée dans ma société depuis et donc j'ai quitté cette société en janvier, 2018. Qu'est-ce que tu en as retiré? C'est quoi les learnings? Alors le premier learning, c'est que, ben, i c'est un peu comme dans l'avion, on te dit toujours qu'il faut mettre son masque à oxygène avant d'aider les Complètement, je le autres dis à tous mes coachés. et ben, Exactement. il Prends soin faut de toi avant de prendre arrêter soin des autres. voilà et ben, il faut prendre soin de soi d'abord et je pense que je me suis complètement oubliée. Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que moi à côté, j'ai un mari formidable qui m'a toujours soutenue. Oui, tu l'as J'ai posé dans le livre d'ailleurs Voilà, et j'ai de grands enfants qui avaient fini leurs études, j'avais réussi ce côté-là et le truc, c'est que mon job, c'était ma vie, quoi et une chose que j'ai retenue, c'est que, ben, je l'ai su après qu'en réalité, je respirais plus. Je savais plus, comment respirer et en réalité, je faisais pas attention à moi. Je faisais énormément de sport, énormément, énormément. mais ce parce que je pourrais entendre C'était une sorte une d'exutoire. addiction, ouais, voilà. Mmh. Donc qu'est-ce que ça, je pourrais t ouais, qu'est-ce que ça cache en fait, ce besoin comme ça de d'être dans le sport à fond? Bah, parce que j'étais extrêmement stressée, donc je me suis dit: «Un des meilleurs moyens de me déstresser, c'est de faire du sport». Donc plus j'étais stressée, plus je faisais du sport Mmh. et en réalité, mon stress est devenu chronique et c'est là qu'il a atteint parce qu'après bon, derrière, j'ai créé ma société et cetera, on va en reparler, mais disons que c'est là que j'ai pu analyser, quels étaient les problèmes en réalité et qu'en réalité, mon corps s'était emballé. Tu ne t'arrêtes plus en fait, c'est ça? Voilà C'est et j'étais l'emballement dans permanent. un état de stress chronique qui fait qu'à la fin, bah, j'avais plus de nuit, j'avais que des jours. Mmh. Donc tu t'arrêtes et là, qu'est-ce Oui, qui se passe? ben, je sombre. C'est-à-dire que tant que tu es, sur ton air, ça va et quand tu t'arrêtes et bien, c'est là où j'ai fait des nuits blanches complètes et et c'est mon mari qui m'a dit: «Bon là, on arrête tout, il est médecin». C'était difficile pour lui, de me le dire avant parce que moi j'étais dans le déni et donc au tout début, je vais voir une hypnothérapeute et on est allé voir un psychiatre également avec mon mari pour voir, quels étaient les parce que moi il était hors de question que je prenne des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Donc on avait envie d'avoir un conseil d'un psychiatre pour voir s'il y avait une dépression cachée et lui nous a dit que bon, c'était un vrai burn-out et qu'a priori on devait pouvoir s'en sortir sans. Donc on a décidé de s'en sortir sans. Donc j'ai une hypnothérapeute qui m'a suivie, pendant plusieurs mois et qui m'a dit: «Pascal, l'hypnothérapie, on peut pas faire ça pendant normalement c'est 5 séances». Mmh. Donc elle m'a suivie pendant plusieurs mois, elle m'a pris en amitié et et ensuite, donc ça a duré ma remontée a duré 9 mois. Je Symbolique. Voilà, 9 mois, c'était une renaissance, c'est ce que je dis dans le livre. C'était la renaissance d'une nouvelle Pascal et et donc pendant les premiers mois, on va dire pendant bien 5 mois, j'étais en nuit blanche complète. Donc ce qui est absolument désastreux pour le cerveau, hein, Mmh mh. puisque donc j'avais l'impression d'accéder à mon cerveau que 2 heures par jour et donc ensuite j'ai un acupuncteur, qui m'a pris en charge et qui elle m'a suivie, sur toute la fin, qui m'a vraiment remontée et c'est là que j'ai commencé à prendre
Depuis le début, je prenais du safran, des probiotiques et également des oméga 3 sur les conseils, de Philippe, mon mari de mon médecin et donc elle m'a aidée là-dedans, en rajoutant justement, beaucoup de safran et donc c'est comme ça que j'ai remonté petit à petit. Je pense qu'il fallait cette période. C'est pas comme quand tu te casses une jambe et tu te dis: «Voilà, la jambe, elle va», tu sais, tu as Tu un début, une une date fin un peu. précise, tu as un Ouais, début, une ouais. fin. Ce qui te fait un peu perdre pied, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver ton cerveau et en plus, bon, moi, j'ai eu que des métiers intellectuels, j'ai un cerveau qui tourne vite, donc pour moi, le fait de plus y accéder, c'était la catastrophe absolue. Voilà. Mmh. Donc tu dis que tu remontes, hein, que tu as fait le choix de pas te médicaliser chimiquement, enfin c'est ça que j'entends, Oui. hein, Oui, oui. et de voilà, en tout cas ce que j'entends, c'est que tu es en capacité aussi de savoir, t'entourer, Oui, de demander du soutien, oui. chose qui peut-être, enfin j'ai mis l'hypothèse, tu avais peut-être pas assez fait, avant, donc là Non, parce que voilà, oui, c'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, mmh, et j'ai commencé à faire du yoga et de la méditation, un truc incroyable, j'aurais jamais imaginé faire ça avant. Moi, je faisais, du spinning, de la boxe, du ski, enfin, j'ai continué à faire du ski, ça m'a beaucoup aidé. mmh. Mais, mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à quelque chose de plus doux Oui, c'est ça que j'entends, et hein, être plus doux avec toi, toi-même. voilà, j'ai jamais été douce, avec moi-même. Mmh. Maintenant Donc là, tu de as temps en temps, appris. j'oublie. Voilà, j'ai appris. C'est C'est peut-être un ça que parcours initiatique. tu as appris, c'est de mettre plus de douceur, par rapport à toi et puis ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de, tu ralentis, hein, tu décélères quoi, je suis avec ça. De avant, il y a quelque chose qui s'emballe, qui va vite, et c'est ça, hein, quand on est en burn-out, en général, c'est pas la personne qui s'en rend compte. Bon, déjà, les candidats au burn-out sont des passionnés. Voilà, c'est C'est exactement pas ça. ce type c'est pas d'autres types, en tout cas, de personnalité. Et en général, c'est l'entourage qui s'en rend compte parce que la personne ne fait que parler de son boulot. Enfin, voilà, il y a plus que ça qui compte. Mmh. Donc, ce que j'entends, c'est que toi, tu arrives déjà, à t'entourer. Oui. Tu arrives à décélérer. Mmh. Bah, je décélère pas vraiment au départ, hein, parce que, Non, au départ, c'est comme si, tu sais, tu lances un avion et que tu coupes les moteurs. Au début, il y a ouais, ce il est truc, sur son c'est heure, voilà. continu, voilà. Parce que les premiers jours, je marchais 20 kilomètres par jour. Mmh. Je marchais dans les rues de Nice. Et oui, ça, c'est normal, hein. C'est parce qu'encore une fois, tu restes sur ce rythme comme ça, un peu furieux, hein. C'est ça que j'ai, qui me vient, le côté, Oui. voilà. Et puis, au bout d'un moment, au fur et à mesure, tu apprends à décélérer. Puis, donc, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que ça bascule et tu retrouves goût à une nouveauté et comment tu arrives justement à te réinventer? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu as égrené dans ton livre des citations. Il y en a une que j'aime beaucoup de Françoise Sagan qui dit, «Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. On dirait même qu'on ne fait que ça toute sa vie, repartir, recommencer, respirer à nouveau». Donc, à Oui. quel moment tu commences à respirer à nouveau? En réalité, ça a été progressif. Disons que les 5 premiers mois, j'étais dans une sorte de tunnel et et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un message, sur Facebook, d'une masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt et moi, j'étais en train d'écrire, j'avais commencé à écrire un blog et j'avais mes amis, qui me suivaient. D'ailleurs, j'ai eu 25 000 lecteurs sur ce blog, hein, qui s'appelait, Le Burnout de Wonder Woman. J'avais commencé à écrire et ce qui m'a redonné goût à la vie, c'est que, la nuit, au lieu de pendant mes insomnies, je réfléchissais à ce que j'allais écrire le Mmh. lendemain et avant cette histoire de masterclass, j'avais entendu à la radio quelqu'un, qui avait écrit un livre, c'est un livre assez amusant, c'est sur un fakir qui se retrouve dans une armoire IKEA, je me rappelle plus du titre exactement et il racontait qu'il était gendarme et qu'il avait écrit son livre sur son téléphone portable, quand il faisait les transports, de chez lui au bureau et moi, je ne pouvais absolument plus toucher un ordinateur puisque Mmh. j'étais dans cette phase, compliquée et j'ai commencé à écrire mon blog sur mon téléphone. Au départ, c'était une note, sur mon téléphone
que je partageais avec des amis et heu et au fur et à mesure, j'ai écrit un site WordPress et je reçois ce message, Eric et Emmanuel Schmitt, enfin de la masterclass et je me dis: «C'est un signe, je vais m'inscrire» et donc je me suis inscrite et c'est comme ça qu'en réalité, j'ai décidé d'en faire un livre. Mmh. Voilà et c'est ce qui m'a donné au fur et à mesure goût à la vie. Et puis donc en juillet, 2018, ce qui était quand même, un peu moins c'était le jour de mes 9 mois, hem, je décide de m'inscrire à un programme des Premières Sud, qui était un programme start pour créer sa propre société. Mon hypnothérapeute m'avait dit: «Mais Pascal, il faut que tu crées ta start-up», elle était DAF, anciennement DAF. Elle m'avait notamment impliquée avec le BA06, donc j'avais aidé des startups, en les coachant Mmh. et elle m'avait dit: «Mais tu devrais créer», donc je me suis inscrite à ce programme Start. Sans même avoir une idée de Ah, la j'avais boîte aucune que idée, non, tu c'est j'avais génial aucune ça. idée et donc je m'inscris et le 1er jour, le 1er jour, on passe, donc on fait c'est on fait un 1er jour de réflexion et le truc, c'est que je m'étais inscrite au programme à Nice et ce programme a été annulé à Nice. Ils me disent: «Ben, le programme, il est à Aix-en-Provence» Ah oui, pas et pareil. moi, ça Mmh. faisait 9 mois que j'avais plus reconduit parce que je pouvais plus conduire, parce que je dormais plus la nuit. Donc je me suis dit: «Comment je vais faire?» Donc je propose à j'avais mon amie d'enfance qui était coach spécialiste en burn-out, Valérie Pelletier, qui me dit: «Si tu veux, je tu peux dormir chez moi» et donc je prends la voiture de mon mari et je pars à Aix-en-Provence. Ça faisait donc 9 mois que j'avais pas conduit et donc le 1er jour du programme, me retrouve assise de 9 heures à 17 heures dans une salle et chose qui m'était plus arrivée depuis, des mois Mmh. et à 17 heures, j'étais très fatiguée et une des filles, des premières, me dit: «Pascal, si tu veux être entrepreneur, il faut pas compter ses heures» et moi, j'étais là en me disant: «Ma pauvre, ma Qu'est-ce belle, que je fais là? tu sais pas que ce Mmh. que j'ai vécu avant et que pour moi déjà d'être dans une salle de 9 heures à 17 heures, c'est déjà incroyable» et le lendemain, et je le raconte dans mon livre, la coach, c'était une fille extrêmement sensible, que j'aime beaucoup. Elle nous fait tirer une carte d'un jeu complètement innocent, le jeu Dixit et cette carte, je vois la carte, c'était une carte absolument incroyable. C'était un escargot et en haut de l'escargot, il y avait une prison avec les barreaux fracassés et une corde à nœuds qui descendait le long Mmh. de cette prison et elle nous demande de commenter cette carte et pour moi, c'était un signe. C'était exactement ce que j'avais vécu pendant 9 mois et donc je commente la carte et alors là, tout le monde a pleuré, pendant pendant 10 minutes dans la salle et je leur explique qu'en réalité, ben, voilà, aujourd'hui était le jour du 9e mois et donc je m'étais échappée de cet enfer. Mmh. Donc tu comprends que ça y est, tu as ouvert les portes de la cage et tu es en train de voler vers Voilà de nouveaux et horizons. c'est ce jour-là également que Valérie, Pelletier, puisqu'elle est co-auteure de mon livre, a accepté de coécrire le livre avec moi. Mmh. Voilà, Donc la suite, c'est quand même une vraie réinvention, une nouvelle aventure, hein, oui. qu'aujourd'hui d'ailleurs tu nous l'as dit la dernière fois, tu partages avec ton mari. Alors comment tu co-construis, enfin comment en tout cas déjà tu te lances vers cette nouvelle aventure puisque aujourd'hui donc tu es CEO de Unova Pharma, qui est un labo qui est basé à Monaco, Oui. spécialisé en micronutrition appliquée au système nerveux dans un concept unique, la Nutri Neural Science. Donc qu'est-ce Mmh. que tu peux nous en dire? Alors, tout d'abord, moi, j'avais pensé, me réinvestir dans le tourisme. Donc à l'issue de ce programme Start, j'ai investi dans une start-up, du tourisme. Une jolie start-up qui s'appelait Biforgo,
qui étaient très sympas, avec lesquels j'ai fait tous les concours. Je me suis retrouvée en finale de Get in the Ring, sur un ring de boxe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini le livre comme ça Mmh. et en anglais et je me suis retrouvée en finale, avec Justine Lipuma qui est une des startups emblématiques, de la région. Donc bien sûr que j'ai perdu en finale, mais j'étais quand même super fière de moi. Et dans cette start-up, j'étais CTO et donc j'avais imaginé de l'intelligence artificielle, enfin pas mal de choses intéressantes. Et puis, malheureusement, ben, on a fait faillite. Parce qu'il est arrivé un petit événement pas très sympathique qui s'appelle la Covid. Oui. Et donc on venait de finir le développement et on a perdu notre, on va dire, nos clients puisqu'ils Mmh. voyageaient plus. Entre-temps, j'avais, commencé à créer une société à Monaco, au départ pour faire, du conseil, puisque moi je continuais aussi dans le conseil, auprès de grandes entreprises et c'est là que mon mari me dit, «Mais pourquoi tu créerais pas une start-up dans justement dans la santé?» Moi, je le voyais, pendant la Covid, qu'en réalité, la santé marchait toujours bien et moi j'avais fait faillite. J'avais créé ma société en janvier 2020 et donc on a créé l'objet social autour de la santé et donc j'ai me suis associée donc Philippe m'a présenté un médecin qui a un labo en Suisse, qui est déjà entrepreneur et donc moi mon idée c'était vraiment travailler sur le stress et l'anxiété, les douleurs chroniques, c'était vraiment l'idée de base et donc on en a profité pendant la Covid pour brainstormer tous les jours. De toute façon, il y avait pas d'autre chose à faire. Et donc on a développé les produits, une gamme de compléments alimentaires. Donc on a étoffé l'offre. On a démarré sur le stress et l'anxiété, ensuite sur les douleurs chroniques et également sur les problèmes de mémoire liés à l'âge. Et donc on a développé une gamme de 9 compléments alimentaires qui est sortie en fin 2022. Donc on a démarré avec la visite médicale en novembre 2022 et là ça fait un an ça fait exactement un peu plus d'un an que Univa Pharma existe. Mmh. Voilà. Et alors comment Donc ça se passe? Comment tu t'épanouis, dans cette nouvelle société? alors, bah, on a imaginé, disons moi j'ai complètement changé de métier, mais tout en gardant toutes mes assets. Il y a une chose qui m'a plu, au départ, je me suis retrouvée dans un environnement complètement inconnu. Je me suis dit: «Mais comment je vais y arriver?» Je me retrouve en face de gens qui sont hyper compétents parce que on a 3 médecins, une pharmacienne. Je me trouvais en face de gens hyper compétents dans le domaine de la santé. J'ai dit: «Mais moi, qu'est-ce que je vais apporter mis à part faire l'administratif et la gestion?» Et c'est là que j'ai assisté à une conférence, c'était un webinar d'une grosse société allemande dans la santé, il y a une société de conseil et je me suis rendu compte que mon domaine qui était le domaine, du B2C dans le travel et cetera, était très, très similaire au domaine de la santé. Et en plus, je me suis retrouvée dans cette conférence de gens qui parlaient anglais avec l'accent allemand. Nous, il y avait une grosse partie de mes équipes parlaient anglais avec l'accent allemand. J'ai eu l'impression d'être dans mon environnement. Je me suis dit: «Ah, mais c'est incroyable!» Donc de là, j'en ai écrit un white paper et j'ai imaginé quel était le futur, du B2C dans le domaine de la santé. En plus, j'ai fait du conseil auprès de sociétés également dans le domaine de la santé, domaine informatique. Donc du coup, je savais à peu près quel serait en réalité l'environnement informatique idéal pour Univa Pharma et donc je l'ai imaginé et je l'ai conçu. Donc j'ai informatisé, la société, j'ai créé, les sites internet, de vente, une app également de suivi de qualité de vie. Tout ça et j'ai apporté vraiment mon côté, on va dire, techie et marketing à la société et ça s'est vraiment, c'est rentré en symbiose en réalité. Mmh, donc ce que Et j'entends, c'est maintenant que, tu as été en capacité de ramener, en tout cas de ramener tes compétences, de revenir à tes talents et de les développer dans ce nouvel écosystème, de te rappeler tes exactement talents. Mmh. et donc mes talents, je les connaissais parce que bon,
Alors j'étais passée depuis longtemps dans cette période de 9 mois, hein. Moi, c'était derrière moi, même si je sais que il y a toujours une fragilité, qu'il faut faire attention. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment, à la fois sur le côté communication où là, moi, ben, j'ai développé ça puisque bon, je connais bien l'environnement, donc je fais mes vidéos, je monte mes vidéos moi-même. J'ai vraiment développé tout le côté communication et à la fois tout le côté informatisation de la société. L'idée, c'était vraiment, ben, de faire le meilleur des 2 mondes, avoir à la fin à la fois des super professionnels dans le domaine de la santé, des façonniers super pros puisqu'ils sont de qualité pharmaceutique, des logisticiens super pros puisqu'on est avec Transcan notamment à Carrosse qui gèrent des très, très grosses, sociétés en B2C. Je ne travaille qu'avec des pros, mais tout en justement en automatisant au maximum. Oui, puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu incarnes ta marque. Quand tu dis Voilà, effectivement, voilà, c'est véritablement il y a ton storytelling aussi, hein, qui est très fort et qui est très intéressant parce que moi, ce que je vois en tant que, bon, coach et en tant qu'ancienne directrice marketing, c'est vraiment cet alignement avec ce que tu as vécu, ce que tu aurais pu ramener de, effectivement, je vais toujours faire un peu de la même chose du tourisme, sauf que par rapport à ce que tu as vécu justement, enfin, il y a un vrai alignement avec ce que tu produis aujourd'hui, là où tu oui, es tout à aujourd'hui, fait. hein. Et je trouve ça très Oh, intéressant et fort. oui, c'est tout à fait ça en réalité parce que, j'ai décidé volontairement de me mettre en avant pour expliquer cette histoire. Je sais que c'est du storytelling, mais il y a c'est un vrai storytelling, ça. Je le fais avec le cœur, je le fais pas parce que c'est du marketing. Oui, alors pour moi, en tant que et j'aimerais, parce que en tant qu'ancienne directrice marketing, à chaque fois que je parle de marketing, c'est comme si on disait un gros mot, tu sais? Mais en Non, non, fait, mais j'ai c'est fait du marketing inspirant, aussi. voilà. Mais tu Voilà. vois, le storytelling, pour moi, c'est quelque chose alors peut-être qu'il y en a qui le font effectivement, mais on est sur de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire Tout à tu parles fait. de cœur à cœur et justement à la conférence, c'est ça, c'est pas bullshit, quoi. C'est moi, j'ai vécu Mmh. ça et comment je peux vous aider, en fait, Voilà. par L'idée, rapport c'était à ce que vraiment j'ai ça. vécu? Mon idée, c'est vraiment si j'avais rencontré quelqu'un comme moi à l'époque, me serais peut-être rendu compte qu'il aurait fallu lever le pied. Tu vois? Mmh. Et ce que j'ai envie, c'est que les gens s'en rendent compte avant, comme je disais, avant de franchir le Rubicon. Parce que c'est pas comme une maladie où tu te casses une jambe, ou tu te casses un bras. Tu passes par une période où tu sais pas combien de temps ça va durer. Et j'ai eu beaucoup de chance que ça ne dure que 9 mois parce que j'ai rencontré cet acupuncteur, j'ai été aidée par cet hypnothérapeute, mon mari m'a aidée énormément. Je pense que j'aurais pas remonté la pente aussi rapidement si j'avais pas été aussi entourée. Mmh. Et la plupart des gens sont pas spécialement entourés. Moi, j'ai créé notamment cet Instagram, le Burnout de Wonder Woman, et j'ai énormément de gens qui me contactent et qui m'expliquent que, ben, eux, là, c'est pas si facile, quoi. Quand j'explique les anxiolytiques, c'est pas automatique, j'ai des gens, surtout sur TikTok, qui se jettent sur moi en disant: «Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Moi, ça m'aide. Sans ça, je ne pourrais pas vivre». Alors, je parle pas des maladies lourdes, tu vois? Mmh. Les maladies lourdes, les problèmes psy lourds, d'accord, il y a pas d'autre choix. Tu es obligé de te faire aider de manière, médicamenteuse. Mais quand tu es dans une période, en réalité de doute, de mal-être, prendre, ce genre de médicament ne va pas aider. Ça va peut-être t'aider pendant quelques semaines. Il faut savoir que sur Vidal, c'est maximum 3 mois normalement. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur dire: «C'est une prise en charge globale, hein». Il n'y a pas que de toute façon, tu prends un complément alimentaire, c'est pas lui qui va résoudre tous tes problèmes. Il va changer le terrain. Mais on parle toujours de prise en charge globale. Il faut apprendre à respirer, prendre soin de soi, bien manger parce que la junk food, il y a rien de plus désastreux. C'est des tous les aliments inflammatoires, ça va auto-alimenter ton mal-être. Ah oui, mais ça, enfin, ton alimentation, c'est ta première médecine, hein, de toute Tout à façon, fait. donc ouais. Et c'est pas parce que tu dis: «Ah bah, je vais prendre des compléments alimentaires et à côté de ça, je vais me prendre un bon McDonald's, que ça va aider», tu vois? Mmh. Ça va pas forcément compenser. Donc je parle toujours on parle toujours de prise en charge globale, puisque bien sûr tout ce que je dis est revu, du côté scientifique, voilà. Et donc pour parler de mon mari,
Lui, il a décidé de vendre, sa société. Il était, responsable d'un laboratoire de compléments alimentaires également. Il a eu une success story. J'ai toujours été hyper fière de lui il m'a énormément inspirée et fin décembre, il vend sa société, fin décembre, de 2022 et puis je lui dis: «Bon, bah, maintenant tu vas m'aider, hein». Et puis, au départ, il m'a dit: «Non, non, j'ai rien envie de faire, heu, je veux bien être ton petit stagiaire de temps en temps, mais» et puis bon, finalement, il m'aide et donc on travaille ensemble, depuis 2023. C'est Voilà. génial. Donc il Mmh. t'amène aussi toute cette expertise justement, Ah bah, et sans lui et mon associé, c'est clair que je n'aurais pas cette expertise, dans le monde dans le monde de la médecine et le côté aussi compléments alimentaires, tous nos fournisseurs, bon, moi, ce qui est hyper important, j'ai apporté aussi une partie, disons que moi, je les challenge également, hem, parce que bon, j'ai voulu vraiment être très éco-responsable, donc on fait hyper attention aux formules. Par exemple, je me rappelle le premier produit qu'on a sorti, qui est maintenant notre produit phare sur les douleurs chroniques, le labo qu'il avait créé, il avait mis dans les excipients, du silicium, qui est des nanoparticules et il nous envoie la formule et je discute avec mon associé et je lui dis: «Non mais attends, on va pas mettre du silicium, c'est des nanoparticules» et la pharmacienne nous dit: «Ah mais c'est pas un problème, c'est autorisé». Je lui dis: «Mais moi c'est autorisé, mais moi j'ai pas envie d'en avoir». Donc du coup, on a changé les formules, on a pris 8 mois de retard à cause de ça, pour justement, puisque c'est des produits chroniques, pour justement ne pas avoir de d'éléments controversés. Mmh. Toutes nos gélules sont végétales, on est vraiment sans éléments controversés. Par exemple, nos oméga 3, ils sont véganes. On a vraiment, voulu faire quelque chose d'extrêmement, pointu, éco-responsable avec des produits premium et comme on va voir les médecins et qu'en France, on a toujours un problème avec les médicaments remboursés ou les compléments alimentaires remboursés, on a décidé de limiter le prix à moins de 20 € traitement d'un mois. Donc on a fait vraiment attention à tout. C'est toujours une gélule ou une capsule ou un comprimé par jour. Donc on a vraiment fait quelque chose d'extrêmement pointu avec des professionnels, avec mon associé et maintenant mon mari. On s'est très bien entouré. On a travaillé avec le CHU de Lyon. Donc on a une spécialiste, une neurologue et un spécialiste en neuronutrition qui est avec nous. On a écrit des articles, qui sont passés notamment d'un PubMed avec le CHU de Lyon. Donc vraiment, on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement pointu et on a réussi. Mmh. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelque chose qui est aligné avec tes valeurs. C'est-à-dire il y a c'est ça que Les valeurs sont très j'entends. importantes, Ouais, oui. ouais. Alors, ce que j'aimerais te poser comme question aussi, c'est aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu as mis en place un système d'alerte ou en tout cas, quelles sont tes vigilances? Parce que je te vois partout, tu n'arrêtes pas, enfin tu as Mmh. repris quand même une activité très, 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 très soutenue, hein. Est-ce que tu as un système d'alerte ou quelque chose où tu sais que à ne pas franchir ou voilà, pour ne pas retomber dans, ce qui aurait pu te mettre au même endroit? Sachant qu'en plus c'est ta boîte et on le sait, hein, ceux qui nous entendent et qui sont entrepreneurs, avoir sa boîte en termes d'engagement et d'investissement, on n'est pas tout à fait au même niveau, même si on a des postes à responsabilité en tant que salarié. Mais donc, est-ce que tu as mis en place ça? Bon déjà j'ai appris à me connaître. Hem, je vois tout de suite, quand j'ai une boule au niveau du plexus, je vois tout de suite qu'il faut que j'arrête et il faut que je respire, parce que je m'emballe et qu'il faut que je fasse attention. Je ne fais plus de sport le soir. Ça, c'est hyper important puisque ça impacte mon sommeil et puisque justement à l'époque, je faisais du sport très tard le soir, qui faisait que ça impactait mon sommeil. Et pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Je privilégie le fait de dormir au minimum 7 heures par nuit. Ça, maintenant, c'est devenu un rituel et quand on sort dans une soirée, je me dis que je suis,
beaucoup dehors. Par exemple, quand on va dans une soirée, généralement à 11h 11h30, je m'en vais. Mmh. Donc je ne fais plus de je ne vais plus me coucher à pas d'heure. Ça, c'est fini. Hem, Après je fais beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'en faisais encore plus avant. Mmh. Donc tu as quand même ralenti le rythme par rapport à J'ai ton quand même rythme ralenti d'avant? j'ai quand même ralenti le rythme, parce qu'il faut avant je voyageais énormément, hein, Mmh. donc j'étais tout le temps dans les avions, donc j'en fais moins. De toute façon, je peux moins en faire qu'avant. Il y a une chose qui est hyper bizarre, c'est que j'ai toujours été multitâche. On dit que souvent les femmes sont multitâches. Là, je suis plus multitâche. Je peux ne faire qu'une tâche à la fois. Ce qui est très bien parce que le cerveau est câblé pour ça, hein. Il est Oui, câblé sur du séquentiel et oui, aujourd'hui avec, toutes nos réjouissances, multitechnologies et cetera, tout ce qui est multitasking, ça fait dégénérer le il y a une dégénérescence en fait du cerveau. Souvent, moi je partage ça, on me dit, «Ça fait peur, mais il faut arrêter ça en fait». Le oui, multitasking, ça te fait vieillir, plus rapidement au niveau cérébral mmh, parce que, encore une fois, le mode de fonctionnement du cerveau, c'est du séquentiel, c'est-à-dire c'est une tâche après l'autre. oui, et d'ailleurs, ça énerve mon mari parce que des fois, je suis concentrée sur quelque chose et il me parle, mais du coup, je l'entends pas. Donc c'est vraiment, je pense que là, tout ça, je l'ai mis en place sans vraiment m'en rendre compte puisque c'est devenu un peu une obligation. Et je vois par exemple, bon bien sûr, quand je sens que je stresse un peu trop, je prends mes produits. Voilà donc l'idée c'est ça. Bon, on a fait pas mal de conférences. Dernièrement, on a eu la conférence, en novembre, qui était très éprouvante pour moi, et on a enchaîné sur une conférence le 7 décembre, qui était encore plus, compliquée. Donc là maintenant j'ai dit: «Bon là les conférences», j'ai dit, pour MWF: «La prochaine conférence je la ferai en avril». Donc Mmh. voilà. Donc il y a des moments, il faut savoir dire non. Donc notre prochaine conférence d'ailleurs, ce sera le lendemain du jour de la femme digitale. J'ai décidé de créer une journée, une conférence la sur la femme digitale pour inspirer les jeunes femmes à faire des études dans la tech. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai fait mes études, il y avait 20 de filles dans les amphis. Maintenant, il y en a plus que 10. Ouais. Et ça fait partie aussi de mes, on va dire des activités, importantes pour moi dans la transmission. C'est de montrer aux filles que, ben, la tech, c'est pas que pour les garçons. Et souvent, j'en parle en persuadant les parents. Parce que c'est les parents qui disent aux filles: «Ah bah non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire de la cybersécurité, tu vas pas faire du dev parce que c'est pas pour toi». Et bon, c'est pas péjoratif, mais la plupart, enfin moi j'ai fait des interviews, la plupart, elles se retrouvent, après avoir raté, 2 années de médecine, se retrouvent en marketing. Mmh. Je suis désolée de dire ça, mais pour moi le marketing, c'est pas forcément une finalité en soi. Moi ce que j'ai aimé dans le marketing, c'est la double formation. C'est d'avoir à la fois une compétence business et à la fois enfin technique, et à la fois une compétence marketing business. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Si tu fais pas les grandes écoles, c'est compliqué Mmh. derrière, hein, je Mmh. veux dire de faire ton trou en marketing, surtout qu'il y en a de plus en plus. Et donc pour moi, voilà, c'est donc je participe à ces événements parce que ça a du sens pour moi. Donc tu as l'impression que je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais je le fais parce que ça a du sens. Et quand tu fais quelque chose avec le cœur et qui a du sens, ça affecte pas forcément ta santé. Ouais, c'est là où on en revient, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de plaisir, comment tu te connectes à ton plaisir et c'est plus tu nourris ça et plus tu te fais du bien alors, Exactement. et sans t'oublier du coup, parce Mmh que mh. tu fais du bien aux autres, mais tu nourris ton plaisir à toi Oui, et on en revient au masque, dans l'avion. C'est vraiment ça, c'est comment je prends soin de moi et mieux je prends soin de moi, mieux je peux prendre soin des autres. Il y a une oui, phrase que j'aime beaucoup aussi, que tu as mis dans ton livre, une phrase de Marie Curie qui dit: «Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre». Donc ce que oui, j'entends, c'est que tu as compris, en tout cas cette, phase de ta vie, difficile t'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur toi,
Tout à fait, sur oui. ta façon de fonctionner. Et là, ce que j'entends, c'est quelque chose de plus apaisé, même si, non, et puis, Même si on se refait pas, hein. mais on a besoin aussi d'adrénaline. Enfin, tu vois, les nouveaux challenges, et cetera, on en a besoin, quoi. Enfin, on en a besoin. En tout cas, des personnalités comme toi en ont besoin. Mais c'est Oui. ça que j'entends, c'est que c'est plus apaisé, c'est plus aligné, c'est plus, peut-être, conscient. Ce que Voilà, j'entends, c'est plus c'est que tu conscient, c'est plus as remis de conscient. la conscience. Mais par exemple, tu vois, ce que j'explique aussi aux jeunes filles, et j'en suis la preuve vivante, c'est que moi ces études, de d'ingénieur que j'ai faites avant, elles m'ont appris à apprendre. Ce que j'ai appris, il y a maintenant de nombreuses années, c'est juste ça m'a juste formé le cerveau. J'ai dit à l'époque, la blockchain elle n'existait pas, Python ça n'existait pas, tu vois? Tout ce genre de choses, tous ces nouveaux langages et cetera. J'ai pas appris les langages d'aujourd'hui. J'ai pas appris à utiliser Canva et tous les logiciels de design. J'ai appris à apprendre Mmh. et c'est ça qui est extraordinaire dans ce genre d'études, c'est que ça te forge le cerveau et donc j'ai appris toute ma vie et j'arrêterai jamais d'apprendre. Et donc tu vois, moi j'utilise des tonnes de logiciels, je parce que j'ai cet esprit qui est formé à apprendre. J'ai maintenant je présente aux médecins, mes produits, et je fais le matériel marketing tout en sachant toutes les contraintes, médicales, tout ce que tu ne peux pas dire, mais tout ça je l'ai appris et chaque jour j'apprends de nouveau et c'est ça qui est hyper motivant. Et quand j'interviewe, je te disais, ou quand je fais des conférences, j'apprends des gens aussi qui sont là. Et pour moi, c'est ça ma sérotonine, en réalité. Mmh. Ouais, ouais, c'est comment tu continues à te nourrir et à grandir. Mmh. Tu nourris, tu grandis et tu apprends des autres. Dernièrement, j'ai interviewé une jeune fille qui est dans le métaverse. Bon, je connaissais un petit peu le domaine, mais sa manière de voir les choses, incroyable et j'adore et donc j'apprends de ça, tu vois? Mmh. Donc ça Donc nous donne c'est une parfaite transition pour, continuer à apprendre et continuer à s'inspirer, de femmes, que tu trouves inspirantes. Et pour prolonger cette discussion, hein, sur, comment justement se réinventer peut-être et continuer à croquer son avenir professionnel à pleines dents après 50 ans, quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter dans ce podcast? alors j'en ai une, qui m'inspire beaucoup et qui s'appelle Valérie Amirati. Elle est responsable de Skynet. C'est une société, de comptabilité et elle a été passe-présidente d'une association que j'aime beaucoup, qui est l'association Initiative, c'est une association, qui est au niveau national. Actuellement, le président, c'est Guillaume Pépi, ancien de la SNCF et donc tu as des unités, dans chacune des régions et Valérie, c'est elle qui m'a amenée à Initiative. Alors pour la petite histoire, Valérie, on a habité 12 ans dans le même immeuble, à Cimiez, au Majestic, sans jamais se croiser, Mais je vois très bien, c'est moi je suis habite à Cimiez, je vois parfaitement où c'est. sans jamais se croiser. On s'est jamais Parce croisés. que c'est immense quand même le Majestic, il faut le Voilà dire. et elle a sa société là-bas, elle a notamment un centre de coworking, là-bas et et donc de manière incroyable, on s'est jamais croisés et on s'est croisés un jour à Get in the Ring, dans un concours de start-up et elle me dit: «Mais pourquoi tu viens pas, chez Initiative?» Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et on s'est rendu compte que bon, moi je suis une fan de Star Wars, elle aussi. Elle sort du cadre, moi aussi. Donc c'est une fille incroyable et elle m'a invitée à ces événements, qu'elle fait tous les ans le 8 mars, qui s'appelle En voiture Simone Mmh. et donc notamment j'ai témoigné, du burn-out de Wonder Woman il y a 2 ans, lors d'une de ses conférences et bon si tu l'interviewes, elle décoiffe. Mmh. OK, bon bah super, merci beaucoup. Écoute, merci, merci, merci Pascal pour ce témoignage. Je suis touchée que tu sois allé nous partager tout ce que tu nous as dit et je suis persuadée que ça va aussi aider d'autres femmes qui peut-être euh, ont vécu cette expérience ou sont en plein dedans ou pourquoi pas aussi pour avoir des axes de vigilance pour éviter Oui, ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu en ressors grandie, plus forte et plus oui, puissante. tout à Donc fait. merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup Karine pour ton temps.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à